Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 11, hypersensibilité, à la section A, définition, classe et mécanismes. Durant ces prochaines minutes, nous parlerons d'hypersensibilité en apportant tout d'abord quelques définitions. Puis nous introduirons les différentes classes d'hypersensibilité et finalement, nous parlerons des mécanismes de l'hypersensibilité de type 1. Dans la prochaine section, la section B, nous parlerons des manifestations cliniques de l'hypersensibilité de type 1 et finalement, dans la dernière section, la C, nous parlerons des hypersensibilités de type 2, 3 et 4. Vous trouverez le plan affiché sur le côté. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre que les réactions d'hypersensibilité sont extrêmement variées et peuvent être totalement bénignes, comme on le voit ici avec l'exemple d'une dermatite atopique, aussi connue sous le nom d'eczéma. Mais les réactions d'hypersensibilité peuvent aussi être extrêmement graves, voire mortelles, comme on le voit ici avec le syndrome de Lyell. Il s'agit d'une réponse dermatologique potentiellement létale suite à la prise d'un médicament entraînant une réaction du système immunitaire mal comprise et aboutissant à la nécrose des kératinocytes, similaire à celle d'une brûlure. À la fin de ces prochains cours, vous serez capable de comprendre les mécanismes de base régissant les différents types d'hypersensibilité et leur importance dans de nombreuses maladies. Commençons d'abord par quelques définitions. Une réaction d'hypersensibilité est définie comme une réaction immunitaire inappropriée causant des dommages tissulaires. Cette réaction peut être dirigée contre des molécules exogènes, c'est-à-dire venant de l'extérieur, comme par exemple des pollens ou des microbes, mais aussi contre des antigènes du soi. L'hypersensibilité peut donc être à la base de certaines maladies auto-immunes. Finalement, les réactions d'hypersensibilité sont classées en 4 groupes selon le mécanisme impliqué dans la réaction. Les 4 classes d'hypersensibilité sont classées ainsi: type 1 immédiate, type 2 cytotoxique, type 3 à complexe humain et type 4 retardé, médié par les lymphocytes T. Durant ces cours, nous allons parcourir ces diverses classes. Comme toujours en biologie, ces 4 classes ne traduisent pas toujours la diversité et la complexité des hypersensibilités, mais cette classification est ce que l'on a trouvé de mieux. Commençons par l'hypersensibilité de type 1, dite immédiate. Cette classe d'hypersensibilité est une réaction immunitaire rapide survenant quand un antigène se lie à un anticorps attaché à la surface d'un mastocyte chez un individu ayant été précédemment sensibilisé. On désigne communément ce type d'hypersensibilité sous le thème d'allergie. Pour déclencher ce type de réaction, l'hôte doit préalablement être sensibilisé à l'allergène. Quand on est exposé pour la première fois à l'allergène, celui-ci est récupéré par une cellule dendritique qui rejoint un nœud lymphatique via le système lymphatique. La cellule dendritique présente alors cet allergène et ceci déclenche une réponse immunitaire de type Th2, car l'allergène est vu par le système immunitaire comme pathogène nécessitant une réponse Th2. Cette réponse immunitaire provoque in fine la sécrétion d'anticorps IgE par des plasmocytes. Ces anticorps vont aller se loger à la surface de cellules mastocytaires. À cet instant, on dit qu'un individu a été sensibilisé à l'allergène. Il ne présente cependant aucun symptôme. C'est en effet seulement à la deuxième exposition ou à des expositions ultérieures à un même allergène qu'une réaction va se déclencher. Durant une deuxième exposition, l'allergène va être reconnu par les IgE à la surface des mastocytes, ce qui va provoquer une dégranulation de la cellule mastocyte, libérant des molécules pro-inflammatoires et vasodilatatrices. C'est à cet instant que la réaction allergique proprement dite va se déclencher. Cette réaction se déroule en 2 phases, séparées dans le temps. La première phase, dite immédiate, survient quelques minutes après l'exposition à l'allergène et est due aux facteurs relâchés durant la dégranulation. La deuxième phase, appelée phase tardive, prend plus de temps pour se déployer et peut survenir jusqu'à 24 heures après l'exposition à l'allergène. Commençons avec la phase immédiate de la réaction allergique. Dans la phase immédiate, le principal médiateur de la réaction est l'histamine, présente dans les granules des mastocytes. Les effets immédiats de l'histamine sont entre autres la dilatation des vaisseaux sanguins, l'augmentation de la perméabilité vasculaire, la contraction des bronches au niveau des poumons et bien d'autres. L'histamine agit également comme facteur chémotactique pour attirer d'autres cellules inflammatoires. Bien que l'histamine soit très importante, d'autres molécules sont aussi relâchées lors de la dégranulation des mastocytes, comme des protéases, des leucotriènes, des prostaglandines, ainsi que des cytokines pro-inflammatoires qui agiront comme facteurs chémotactiques pour attirer les cellules responsables de la prochaine phase, la phase tardive de la réaction allergique.
La phase tardive survient de 2 à 24 heures après la réexposition à l'allergène et est médiée par les cellules pro-inflammatoires de la famille des granulocytes, notamment les éosinophiles. Ces cellules, caractéristiques d'une réaction allergique, relâchent des médiateurs de l'inflammation comme les ROS ou Reactive Oxygen Species qui ont un fort pouvoir oxydant, ainsi que des médiateurs lipidiques et des cytokines. D'autres cellules vont être également attirées, comme les neutrophiles et les basophiles, qui relâcheront à leur tour des médiateurs de l'inflammation. Des lymphocytes T et B seront aussi attirés sur le site de l'inflammation. La phase tardive de la réaction allergique est donc caractérisée par l'arrivée et l'activation de cellules pro-inflammatoires qui vont initier une réaction inflammatoire provoquant des dégâts tissulaires, alors que la phase immédiate est la réaction directe aux molécules relâchées par les mastocytes lors de leur dégranulation. Nous voici à la fin de la section A du cours 11 sur les hypersensibilités, où nous avons parlé des mécanismes de l'hypersensibilité de type 1. Si nous résumons, l'hypersensibilité de type 1, aussi connue sous le nom de réaction allergique ou allergie, est divisée en deux événements distincts. Tout d'abord, lorsqu'un individu est confronté pour la première fois à un allergène environnemental, son système immunitaire va parfois développer une réponse de type Th2 inappropriée. Cette réponse immunitaire provoquera une sensibilisation à l'allergène via la production d'anticorps de type IgE qui vont se fixer au récepteur Fc situé à la surface des mastocytes. Dans un deuxième temps, si cet individu est ultérieurement réexposé au même allergène, la détection de l'allergène par les IgE fixés à la surface des mastocytes provoquera une dégranulation des mastocytes, relâchant diverses molécules, dont l'histamine, des protéases, des prostaglandines, des leucotriènes et des cytokines. Certaines de ces molécules, comme l'histamine, provoqueront des réactions immédiates. C'est ce qu'on appelle la phase immédiate de la réaction allergique. D'autres molécules relâchées par le mastocyte agiront comme facteurs chémotactiques et attireront, avec un délai de quelques heures, des cellules pro-inflammatoires, notamment des éosinophiles, qui sont caractéristiques d'une réaction allergique. C'est ce qu'on appelle la phase tardive de la réaction allergique, qui est caractérisée par de l'inflammation. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 11, hypersensibilité, à la section B, manifestations cliniques et facteurs de risque de l'hypersensibilité de type 1. Après avoir décrit les mécanismes immunitaires sous-jacents à l'hypersensibilité de type 1 dans la section précédente, nous allons dans les prochaines minutes vous présenter les caractéristiques cliniques de l'hypersensibilité de type 1, dite réaction allergique, ainsi que les facteurs de risque connus qui peuvent engendrer cette maladie. Vous voyez ici plusieurs illustrations des réactions allergiques, comme la rhinite allergique, ou rhume des foins, la dermatite atopique, aussi connue sous le nom d'eczéma, un patient asthmatique prenant son traitement, ainsi qu'une réaction épidermique due par exemple à une piqûre d'insecte. Ces manifestations sont fréquentes. Tout le monde a vécu ou connaît quelqu'un qui a une allergie d'une manière ou d'une autre, ce qui illustre l'importance d'en connaître les mécanismes et de savoir les reconnaître. Comme nous l'avons évoqué à la section précédente, les manifestations cliniques d'une réaction allergique se passent en deux phases. La première phase survient immédiatement après l'exposition à l'allergène et est très forte en intensité. La seconde phase, dite tardive, survient plusieurs heures après et on observe une recrudescence des manifestations cliniques. Il faut donc faire très attention lors d'une réaction allergique. En effet, les manifestations cliniques peuvent quasiment disparaître après la réaction immédiate, pour revenir plus tard. Ainsi, si on se sent mieux après la phase immédiate, il faut rester vigilant car de nouveaux symptômes sont susceptibles d'apparaître. Les manifestations cliniques d'une crise allergique sont très variées et dépendent du site touché. Mais on peut résumer les principaux mécanismes et leurs effets. Une des manifestations les plus fréquentes est la vasodilatation, notamment due à l'effet de l'histamine et qui provoque un rash cutané, défini par le phénomène où la peau devient rouge et chaude par l'effet de la dilatation des vaisseaux sanguins. La réaction allergique provoque également une augmentation de la perméabilité vasculaire, ce qui facilite la sortie de liquide du système vasculaire pour s'accumuler dans les tissus périphériques, créant des œdèmes. On retrouve également une contraction des muscles lisses, notamment des bronches dans les poumons,
provoquant un stridor, nom qui décrit une respiration sifflante typique de la crise d'asthme. La réaction allergique peut également augmenter la sécrétion de mucus, provoquant toux et éternuement. Et finalement, on retrouve des lésions tissulaires qui peuvent avoir de graves conséquences, comme la nécrose de la peau ou un infarctus du myocarde. La forme la plus sévère d'une crise allergique est connue sous le nom de choc anaphylactique ou anaphylaxie et peut potentiellement être mortelle. Pour comprendre comment une réaction anaphylactique peut entraîner la mort, on peut prendre un à un les différents mécanismes impliqués. Comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, une réaction allergique provoque une contraction des muscles lisses, ce qui peut entraîner des spasmes coronariens et une mauvaise perfusion sanguine du cœur, ainsi qu'une contraction des bronches. On retrouve également l'augmentation de la perméabilité vasculaire qui permet au liquide de fuir hors des vaisseaux et provoque des œdèmes et une baisse de la tension artérielle. Finalement, on observe aussi une vasodilatation des vaisseaux périphériques qui contribue à la baisse de la pression artérielle. Pris ensemble, ces diverses manifestations peuvent entraîner la défaillance de systèmes vitaux. On observe par exemple qu'un spasme coronarien lié à une baisse de la pression artérielle peut entraîner une défaillance cardiovasculaire. La contraction des bronches et l'apparition d'œdèmes pulmonaires peut provoquer une défaillance respiratoire. Finalement, les œdèmes cérébraux, combinés à une baisse de la pression artérielle, peuvent provoquer une défaillance cérébrale qui se reconnaît par l'impression d'avoir la tête légère ou qu'une catastrophe imminente est sur le point d'arriver. Dans les cas les plus graves, on peut également tomber dans le coma. La défaillance d'un ou plusieurs de ces systèmes essentiels à la vie peut entraîner un choc et la mort de l'individu s'il n'est pas traité à temps. Cette diapositive illustre le faciès classique de personnes en pleine crise d'anaphylaxie, avec des œdèmes de la face très importants, leur empêchant même d'ouvrir les yeux. Après les manifestations cliniques de la réaction allergique que nous venons d'aborder, nous allons maintenant parler de l'épidémiologie des allergies. Tout d'abord, chaque individu n'a pas le même risque de développer des allergies. Il existe en effet des facteurs de risque génétiques, congénitaux ou acquis, qui augmentent le risque. Par exemple, certaines mutations génétiques, comme celles bien documentées affectant le bras long du chromosome 5, provoquent des modifications d'affinité des anticorps IgE associés au développement de l'asthme. Il existe aussi des facteurs de risque non génétiques, comme appartenir à un statut socio-économiquement élevé, qui augmente le risque de développer une allergie. Ceci est sans doute expliqué par l'hypothèse de l'hygiène. Cette hypothèse postule qu'un individu appartenant à un groupe socio-économiquement aisé évoluera dans un environnement plus hygiénique, plus aseptisé. Ainsi, son système immunitaire sera moins souvent utilisé. Or, selon cette théorie, un système immunitaire peu utilisé aura plus de risques de reconnaître une substance non pathogénique comme une vraie menace et développera une réaction allergique. Au contraire, un individu souvent confronté à de vrais pathogènes, dû par exemple à une hygiène moindre, a moins de chances de développer des réactions allergiques. Cette hypothèse expliquerait en partie pourquoi la prévalence des allergies est beaucoup plus développée dans les pays occidentaux que dans les pays en voie de développement. Finalement, être un enfant est un facteur de risque majeur pour le développement des réactions allergiques, dû notamment à l'immaturité de leur système immunitaire. Nous aborderons le lien entre l'enfance et l'allergie plus tard dans la présentation. Un facteur de risque n'est cependant pas une certitude qu'un individu déclenchera une allergie. En effet, comme nous l'avons vu à la section précédente, une étape de sensibilisation est essentielle au développement des allergies. Il faut donc un événement déclencheur. Plusieurs éléments déclencheurs sont fréquents. Les plus connus et les plus fréquents sont les pollens, la nourriture ou les médicaments. Mais on retrouve aussi d'autres éléments fréquents, comme la fourrure animale ou les plumes, les piqûres d'insectes, le stress, l'activité physique, les moisissures, le latex, ou encore des virus, des parasites ou la pollution, notamment le dioxyde de soufre, relâché par exemple lors de la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon. Au niveau de la population, la prévalence des allergies dans les pays développés est assez forte, mais dépend beaucoup du type d'allergie. On retrouve la rhinite allergique ou rhume des foins et la dermatite atopique, aussi connue sous le nom d'eczéma, dans les manifestations allergiques les plus fréquentes.
L'asthme est aussi très fréquent et sa prévalence a beaucoup augmenté au cours des 50 dernières années. L'allergie alimentaire est moins fréquente, mais sa prévalence est aussi en augmentation. On retrouve finalement l'anaphylaxie qui reste heureusement moins fréquente que d'autres manifestations allergiques. En résumé, dans la population, au moins une personne sur 5 souffre d'une sorte d'allergie. Finalement, il est intéressant de remarquer que l'allergie alimentaire ne concerne que 6% de la population, alors qu'elle est généralement perçue publiquement comme beaucoup plus fréquente. Cette haute perception de l'allergie alimentaire est probablement due à la confusion entre allergie et intolérance alimentaire. En effet, l'allergie est due à une dysfonction du système immunitaire concernant les phénomènes d'hypersensibilité qui sont le sujet de ce cours, alors que l'intolérance alimentaire est une maladie du système digestif, due par exemple à une mauvaise fonctionnalité des enzymes digestives et une sensibilité à certains produits, comme le gluten dans la maladie cœliaque ou le lactose dans l'intolérance aux produits laitiers. Ainsi, l'intolérance au lactose est liée au fait qu'une fraction importante de la population n'exprime pas au stade adulte l'enzyme lactase qui est requise pour digérer le lactose. Ces deux types de maladies, allergie et intolérance alimentaire, provoquent des inflammations du système digestif avec des symptômes similaires, expliquant ainsi pourquoi elles sont souvent confondues. Cependant, l'allergie alimentaire, comme toutes les allergies, induit des symptômes aigus qui peuvent être fatals, alors que les intolérances provoquent des symptômes chroniques, comme la diarrhée ou la malabsorption, qui affectent plutôt la qualité de vie. En résumé, il est utile de comprendre la différence entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire, qui n'ont pas les mêmes bases physiopathologiques ni les mêmes conséquences sur un individu. Nous avions précédemment évoqué le lien entre les allergies et l'enfance, qui est un facteur de risque majeur de l'allergie. Ceci est dû à l'immaturité du système immunitaire de l'enfant. Ce schéma décrit la marche allergique que l'on retrouve chez beaucoup d'enfants qui suivent la même progression. Les premiers symptômes allergiques chez l'enfant sont généralement l'eczéma, qui peut commencer dès la naissance, suivi des allergies alimentaires vers les 2 ans, puis du rhume des foins, et finalement de l'asthme en début d'adolescence. Un enfant développant des manifestations allergiques tôt dans son développement, comme par exemple de l'eczéma en tant que bébé, entrera typiquement dans cette marche allergique et aura donc beaucoup plus de chances de développer ultérieurement d'autres types d'allergies. Tous les enfants ne développent cependant pas des allergies et plusieurs facteurs, de risque ou protecteurs, entrent en jeu pour déterminer si un individu développera des allergies. Outre la génétique, on connaît plusieurs facteurs de risque acquis ou congénitaux, comme l'utilisation d'antibiotiques chez les bébés ou le stress maternel durant la grossesse, qui peuvent augmenter le risque de développer des allergies. Au contraire, l'allaitement est un facteur protecteur. Le lait maternel, ne contenant pas seulement des éléments nutritifs, mais aussi beaucoup d'éléments aidant à la maturation d'un système immunitaire sain chez le bébé. Les poussières de ferme agissent aussi comme un facteur protecteur, car elles exposent chroniquement les enfants à un environnement non totalement aseptisé, permettant de diminuer les risques allergiques associés à une hygiène trop importante. Finalement, il existe des facteurs qui ont longtemps été considérés comme à risque de développer des allergies, et qui sont toujours perçus comme tels dans la population, mais dont on a prouvé qu'ils n'avaient pas d'impact sur le risque allergique. Ainsi, la prématurité, ou un petit poids à la naissance, ne semble pas favoriser l'allergie, contrairement à ce que l'on pensait. Nous voici à la fin de la section B du cours 11. Si nous résumons ce que nous avons parcouru, on peut retenir que les manifestations cliniques d'une réaction allergique peuvent être locales ou systémiques, et qu'elles peuvent aller d'une simple rhinite, un rhume des foins, jusqu'à une anaphylaxie fatale. Le risque de développer des allergies dépend de multiples facteurs qui peuvent être hérités génétiquement ou être dus à l'influence de l'environnement avant ou après la naissance. On retiendra aussi que l'allergie est une maladie fréquente qui touche au moins une personne sur 5 dans la population et qu'elle est en constante augmentation, surtout dans les pays développés, mais aussi récemment de plus en plus dans les pays en voie de développement. Finalement, le lien entre le développement d'allergies et l'enfance est primordial. Les enfants sont particulièrement à risque de développer des allergies dues à l'immaturité de leur système immunitaire. De plus, ceux qui présentent des allergies durant l'enfance ont un plus grand risque de développer d'autres symptômes liés aux réactions allergiques durant leur croissance et en tant qu'adultes. C'est ce que l'on traduit par la marche allergique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 11,
hypersensibilité, à la section C, hypersensibilité de type 2, 3 et 4. Dans les sections précédentes, nous avons abordé les mécanismes, manifestations cliniques et facteurs de risque liés à l'hypersensibilité de type 1. Nous allons maintenant discuter des autres types d'hypersensibilité et de leurs mécanismes. Nous parlerons tout d'abord de l'hypersensibilité de type 2, dite cytotoxique, puis de la 3, dite à complexe humain, et finalement de l'hypersensibilité de type 4, dite retardée, qui est médiée par les lymphocytes T. L'hypersensibilité de type 2, dite cytotoxique, est médiée par des anticorps de type IgM ou IgG, dirigés contre des antigènes présents à la surface de cellules ou dans la matrice extracellulaire. Ces anticorps peuvent avoir différents effets, par exemple en stimulant la phagocytose des cellules cibles, en déclenchant l'inflammation ou encore en interférant avec des fonctions cellulaires. En effet, des anticorps, en se liant à des molécules ou à des récepteurs de l'autre, vont inhiber leurs fonctions, déclenchant des maladies spécifiques. Nous allons aborder un à un les mécanismes et les conséquences de l'hypersensibilité de type 2. Toutes les cellules possèdent des antigènes de surface. Si des anticorps sont capables de reconnaître ces antigènes, ils peuvent s'y fixer et activer le système du complément. Une fois la cascade du complément activée, celle-ci va provoquer l'ancrage de facteurs du complément, notamment le C3b, sur la surface de la cellule cible. La cellule est ainsi opsonisée, c'est-à-dire qu'elle est marquée par des étiquettes moléculaires qui la ciblent pour la destruction. En effet, une cellule ainsi marquée peut être reconnue par un macrophage qui s'activera et phagocytera la cellule cible. Dans le cas des maladies auto-immunes, on aura donc la destruction de cellules saines dues à des anticorps dirigés contre des antigènes du soi. On appelle ceci une réaction d'hypersensibilité, car c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui est trop sensible et réagit de façon inappropriée. Le deuxième mécanisme lié à l'hypersensibilité de type 2 est similaire à celui décrit précédemment, mais n'entraîne pas forcément la phagocytose de la cellule cible. Dans ce mécanisme, des anticorps vont reconnaître et se fixer à des antigènes présents à la surface d'une membrane cellulaire. Ces anticorps vont alors être capables de recruter des cellules neutrophiles qui les reconnaissent via leur récepteur Fc. En parallèle, les anticorps recrutent et initient la cascade du complément, ce qui induit l'activation de cette cascade, conduisant à la scission des facteurs C3 et C5 en deux sous-unités C3a et B et C5a et B. Les facteurs C3b et C5b s'ancrent à la surface cellulaire, provoquant l'opsonisation que nous avons vue à la diapositive précédente, tandis que les facteurs C3a et C5a activent les neutrophiles précédemment recrutés, provoquant leur dégranulation et le relâchement de médiateurs de l'inflammation. En résumé, la présence d'anticorps qui reconnaissent des antigènes à la surface cellulaire active la cascade du complément, ce qui peut mener à la phagocytose de la cellule par opsonisation et à l'activation de neutrophiles qui relâchent des médiateurs de l'inflammation, créant ainsi un état inflammatoire délétère pour les cellules et les tissus. Le dernier mécanisme lié à l'hypersensibilité de type 2 est un peu différent. Il s'agit d'une situation où la présence d'anticorps excessivement réactifs contre des récepteurs du soi provoque une interférence fonctionnelle dans les cellules. Dans le premier exemple que vous voyez ici, nous observons une jonction neuromusculaire avec des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine qui vont se fixer à ceux-ci. Ici, la présence d'anticorps empêche l'acétylcholine, qui est relâchée par le motoneurone, d'atteindre son récepteur, empêchant ainsi la transmission de l'information entre le motoneurone et la cellule musculaire. Dans cet exemple, les anticorps ont donc un effet inhibiteur sur les récepteurs et provoquent une paralysie musculaire. Cependant, l'interférence n'est pas toujours inhibitrice. En effet, si l'on prend l'exemple des récepteurs à l'hormone thyroïdienne, nommée TSH, la présence de TSH est requise pour activer les récepteurs et relâcher les molécules T3 et T4, qui sont les hormones régulatrices des fonctions de la thyroïde, comme le contrôle du métabolisme et de la température corporelle. Dans cet exemple, la présence d'anticorps autoréactifs dirigés contre les récepteurs à la TSH peuvent activer de manière anormale ces récepteurs et provoquer un relâchement continu de T3 et T4, provoquant une hyperthyroïdie avec des effets délétères sur le fonctionnement du corps. En résumé, l'hypersensibilité de type 2 est caractérisée par la présence d'anticorps IgG et IgM autoréactifs, c'est-à-dire dirigés contre les antigènes du soi. Ces anticorps provoquent une réaction immunitaire caractérisée par l'activation du complément, l'opsonisation,
la phagocytose des cellules cibles et le relâchement de médiateurs qui entraînent l'inflammation et des dommages tissulaires. Selon la cible des anticorps, ils peuvent aussi provoquer une interférence fonctionnelle inhibitrice ou activatrice qui altère le fonctionnement normal de cellules. L'hypersensibilité de type 3, dite à complexe humain, ressemble un peu à l'hypersensibilité de type 2 dans le sens qu'elle met aussi en jeu des anticorps autoréactifs et l'activation de la cascade du complément. Cependant, l'hypersensibilité de type 3 est caractérisée par la présence de complexes anticorps-antigènes dans la circulation sanguine. Ces complexes anticorps-antigènes sont appelés complexes humains. Ainsi, l'hypersensibilité de type 3 met en jeu des complexes humains dans la circulation sanguine, par opposition à l'hypersensibilité de type 2, où les anticorps autoréactifs se lient à des antigènes à la surface des cellules. Dans l'hypersensibilité de type 3, ces complexes humains vont se déposer contre les parois des vaisseaux sanguins, ce qui va activer la cascade du complément, entraînant le recrutement de leucocytes, aussi connus sous le nom de globules blancs, qui sont les cellules responsables du système immunitaire. Puis, comme dans l'hypersensibilité de type 2, le recrutement et l'activation de leucocytes va provoquer une inflammation et donc des dommages tissulaires. L'exemple le plus connu d'une maladie liée à l'hypersensibilité de type 3 est le lupus érythémateux disséminé, dont on voit ici une illustration avec le rash en forme de loup typiquement retrouvé chez les patients atteints de lupus et qui a donné son nom à cette maladie. Dans cette maladie auto-immune, plusieurs anticorps autoréactifs sont présents dans la circulation sanguine. La plupart de ces anticorps sont dirigés contre des antigènes nucléaires relâchés par des cellules mourantes. Pour engendrer un lupus, il faut donc un événement déclencheur, comme une lésion ou une infection, qui va détruire des cellules et ainsi relâcher des antigènes nucléaires dans la circulation sanguine. Ces antigènes vont alors former des complexes humains avec les anticorps autoréactifs et provoquer une inflammation. Le fait que les complexes humains se forment dans la circulation sanguine explique pourquoi les maladies liées à l'hypersensibilité de type 3, y compris le lupus, peuvent toucher n'importe quelle partie du corps humain. Après avoir parlé de l'hypersensibilité de type 3, nous allons maintenant décrire les mécanismes liés à l'hypersensibilité de type 4, dite retardée. Ce type d'hypersensibilité est caractérisé par la présence de lymphocytes T autoréactifs, donc dirigés contre les antigènes du soi. Deux mécanismes différents peuvent être impliqués selon le type de lymphocyte T considéré. En effet, les lymphocytes T CD4 autoréactifs produiront des cytokines qui entraîneront une réaction d'inflammation. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type retardé. Les lymphocytes T CD8, quant à eux, provoqueront une cytotoxicité directe causant la mort cellulaire. L'hypersensibilité de type 4, médiée par les lymphocytes T CD4, est due à l'activation de ces lymphocytes par les antigènes du soi présentés par des cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques. L'interaction entre un lymphocyte T CD4 et une cellule présentatrice d'antigènes provoquera alors le relâchement de cytokines, comme l'IFN-gamma, qui provoqueront une réaction immunitaire inflammatoire sur place ou dans notre tissu via l'activation d'autres cellules du système immunitaire, comme les macrophages et les neutrophiles, qui entraîneront à leur tour des lésions tissulaires. D'autres cytokines, comme l'interleukine 17, peuvent alors aussi être lâchées et recruteront d'autres cellules du système immunitaire qui maintiendront un fort niveau d'inflammation d'une façon chronique. Si des lymphocytes T de type CD8 autoréactifs sont présents, ils seront directement activés par les antigènes du soi présents à la surface des cellules et initieront la destruction des cellules cibles directement. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité directe. Les lymphocytes T CD8 sont aussi capables de sécréter de l'IFN-gamma qui stimule l'inflammation et qui entraîne donc des lésions tissulaires pouvant avoir de graves impacts sur la bonne fonction du corps. L'exemple mieux décrit d'une maladie liée à l'hypersensibilité de type 4 est le diabète de type 1. Contrairement au diabète de type 2, qui se retrouve plutôt chez les personnes âgées, le diabète de type 1 est plus fréquent chez les enfants. Il est dû à des mutations causant l'émergence de lymphocytes T autoréactifs dirigés contre des antigènes des cellules bêta du pancréas responsables de la sécrétion d'insuline, essentielle au métabolisme du glucose. L'activation de ces lymphocytes autoréactifs par des cellules dendritiques initiera alors une boucle vicieuse aboutissant à la destruction des cellules du pancréas par des lymphocytes autoréactifs. Cette boucle est vicieuse car plus les lymphocytes détruisent les cellules bêta du pancréas, plus il y a un relâchement d'antigènes
des cellules bêta. Ceci induit donc une suractivation de plus en plus forte des lymphocytes T, maintenant ainsi une boucle qui va détruire petit à petit toutes les cellules bêta du pancréas, et ainsi réduire la capacité d'un individu à sécréter de l'insuline. Les patients atteints de cette maladie doivent généralement s'injecter de l'insuline pour survivre, car ils ne possèdent plus de cellules capables de le faire. Nous voici à la fin du cours 11, où nous avons parlé de réactions d'hypersensibilité. Chaque classe d'hypersensibilité possède des mécanismes distincts, mais toutes les classes ont en commun qu'elles sont dues à une réponse anormale ou excessive du système immunitaire. Pour provoquer une réaction d'hypersensibilité, le système immunitaire doit reconnaître un antigène qui peut venir de l'extérieur, comme dans le cas de l'hypersensibilité de type 1, qui est déclenchée par des allergènes, ou des antigènes venant du soi, comme vu dans les hypersensibilités de type 2, 3 et 4, qui ont donc également une composante auto-immunitaire. Les hypersensibilités de type 2 et 3 sont caractérisées par la présence d'anticorps autoréactifs pour le type 2 ou de complexes humains pour le type 3, qui peuvent entraîner des réactions inflammatoires, notamment via l'activation de la cascade du complément et des dommages tissulaires. Dans l'hypersensibilité de type 2, les anticorps peuvent également provoquer des dysfonctionnements fonctionnels par inhibition ou suractivation de certains récepteurs cellulaires. Finalement, l'hypersensibilité de type 4 est caractérisée par la présence de lymphocytes T CD4 ou CD8 autoréactifs qui engendrent des réactions inflammatoires et destruction tissulaire ciblée.